Le 23 décembre 1943, à Vercheny dans la Drôme, un convoi de permissionnaires allemands déraille à la suite du sabotage de la voie ferrée. Dans les wagons, les militaires avaient allumé des braseros pour se réchauffer. Ceux-ci vont mettre le feu au convoi et provoquer l'explosion d'un wagon qui, lui, transportait des munitions. Il y aura 19 morts du côté allemand. La population alentour, épouvantée des conséquences possibles, va se cacher dans les bois pendant 3 jours. Hélas, elle revient trop tôt. Le 27 décembre 1943, une vaste rafle emporte des hommes de Vercheny, Pontet, Espenel, Sainte-Croix et Barsac. 80 personnes sont arrêtées, 57 sont déportées, 38 n'en reviendront pas. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul survivant de cette terrible affaire, André Truchefot, qui a 17 ans à l'époque et 93 ans aujourd'hui. Il est d'une famille de viticulteurs de Barsac où l'on compte 6 enfants. Avec son frère Jacques et son cousin Roger, ils seront déportés. Roger ne reviendra pas. Au début de la guerre, les Allemands, est-ce que vous les avez vus? Non, on les a vus quand il y a eu le déraillement de train là, à Vercheny. On en parlait, mais on les a jamais vus. Les Italiens? Les Italiens? Oui. Non plus. Et les résistants, on les voyait, on savait? Ah ben les résistants, on en voyait, puisqu'on les plaçait dans les fermes là. Mon père était avec le maire de Sainte-Croix, le boulanger, et puis nommé Baffer de la résistance de Grenoble. Il empêchait les jeunes de partir en Allemagne, travailler en Allemagne, et les plaçait dans les fermes. Évidemment, le déraillement, vous n'étiez pas prévenu. Non. Non, non. Vous vous souvenez de la journée où vous avez... Oui. Le matin, on entendait tirer en face, là-bas, on se demandait ce qui se passait. Et puis c'est de là qu'on a vu qu'il y avait un déraillement de train. Vous avez eu peur? Oh ben, j'ai peur, non. On attendait la suite, quoi. Mais vous vous doutiez que les Allemands risquaient de venir? Ah non. On ne savait pas. Et comment ils sont arrivés finalement, les Allemands? Le déraillement du train était le 23 décembre. Ils ont laissé passer Noël. Et puis le 27, ils sont venus dans les 4 communes. Là. Ils ont cerné tout, impossible de se sauver. Et c'est là, après, il est arrivé un groupe qui passait dans les maisons. Et ils ont raflé les jeunes de 18 à 46 ans. Et vous vous souvenez comment vous avez été vous-même pris? J'étais chez ma grand-mère là derrière, avec ma soeur Simone. Et puis là c'était pas habité, il tapait un grand coup de brosse dans les pommes. Alors ma grand-mère pleurait, ma soeur aussi. Alors je savais plus que faire, moi. Alors je suis été voir mon voisin, M. Henri Magnac, qui avait fait la guerre 14-18. Puis je pousse la porte, je lui dis, les Allemands sont là. Il y en avait 2 derrière. Alors il y en a un qui est resté pour prendre le gendre, là, puis l'autre m'a accompagné pour prendre un bout de pain, un manteau. Donc vous êtes parti avec rien sur vous, quoi. Oui, oui. On n'avait rien. Vous n'aviez rien fait? Ah non. J'étais arrêté parce que mon père plaçait les jeunes partir en Allemagne, les empêchait de partir en Allemagne et les plaçait dans les fermes. Donc vous pensez que lorsqu'ils vous ont arrêté,
c'est parce qu'il savait quand même que dans votre famille, on avait des choses à se reprocher. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir des dénonciations? Oui. Oui. Vous pensez que c'est pas par hasard qu'on vous a arrêté, vous? Parce que celui qui nous a dénoncé, c'est un nommé Achat. Il était parti 2 jours chez Barbé. Quand il est rentré, il est venu dire à son neveu de partir dans les bois parce qu'il allait passer quelque chose. Donc il a protégé sa famille. Oui, oui. Il a protégé sa famille. Mais pas vous. Et pas nous. Et c'est de là que la résistance l'ont pris chez lui. Et il paraît qu'il a tiré sur le revolver sur le résistant. Et le revolver s'est enrayé, heureusement. Alors ils l'ont ramassé, ils l'ont emmené à Pontet, ils l'ont addit, ils l'ont jugé, et ils l'ont fusillé à Pontet derrière l'église. Dans Barsac, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été pris comme vous. Ah ben oui, 17. Nous autres, il y avait 2 de Corse, 2 frères de Corse, nous autres on était 2. Et mon frère Jacques, il avait 1 an de plus que moi, et on l'avait opéré d'1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a mis dans un train? On était tous rassemblés à l'école là. Et puis, on est parti jusqu'à Pontet à pied là. Il y a 3 kilomètres. Puis à Pontet, ils ont arrêté le train sur le viaduc, là. Il y avait ceux de Sainte-Croix. Ils ont ramassé ceux de Pontet, de Barsac. Puis le train est reparti à Vercheny. À Vercheny, ils ont ramassé de nouveau les gens de Vercheny. Et puis de là, c'était Lyon. Si je ne me trompe pas, vous avez été interrogé par Barbie. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ça? Il nous a demandé est-ce qu'on savait quelque chose sur l'allemand du train, on a dit que non, mais il ne nous a pas battu, rien du tout. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils vous ont emmené, De là, on est parti sur Compiègne, et puis de là, après c'était Buchenwald, 2 jours de train. Alors sans boire, sans manger, rien du tout. Donc vous avez été à Buchenwald, et puis dans deux autres camps. Flossenbürg, et puis Radiško, en Tchécoslovaquie, qui était un commando de Flossenbürg. Le 17 mars 1944, vous arrivez à Radiško. Oui. Qui, d'ailleurs, c'est une île, hein? Oui. Il y avait un espoir de s'échapper? Non. Non, non. Vous avez avez... traversé la Moldo à la nord. Il fallait être bon. Ah ouais. Il fallait être bon. Vous y faisiez quoi? Ah ben, moi, je faisais de la maçonnerie, de terrassement. Vous étiez logé où? Ben, on était dans un bloc. À Radiško, il y avait 2 blocs. On était que 800 déportés. On n'était pas nombreux, de toute nationalité. On n'avait rien à manger. Hein. Le matin, on avait une petite tranche de pain comme ça, épais comme ça, avec un bout de saucisson, une rondelle de saucisson. À midi, on avait 1 litre de soupe où il y avait 4 rutabagas qui flottaient dessus. Puis le soir, on avait la boule à 5
Alors c'était une boule de, je me rappelle, 500 grammes, mais on était à 5. Alors évidemment, vous couchiez dans des chalits, c'est ça? Oui, 2 étages, il y avait le rez-de-chaussée, puis un dessus. Il faisait froid? Oui. On était couché sur les planches, on n'avait pas de couverture, rien du tout. Et puis toujours les mêmes vêtements depuis? Ah, toujours les mêmes vêtements. Et je crois qu'à un moment donné, vous avez dû passer à l'infirmerie. Oui. J'ai eu une pneumonie. Comment vous avez attrapé ça? Il faisait tellement froid? Ah ben oui. Et puis je suis resté un mois à l'infirmerie. Et puis au bout d'un mois, ils m'ont fait prendre une douche. Alors il y avait une salle, ils avaient une fenêtre de chaque côté. Ils ont ouvert la fenêtre, ils m'ont enrôlé dans une couverture glacée. Alors quand je suis rentré en France, j'ai demandé à mon docteur, il m'a dit oui, on fait le mal par le mal. Et ça vous a guéri? Ça m'a guéri. Non. Oui. Parce que dis donc, vous étiez solide alors. Ah. C'était la vie, c'était la destinée. Et comment étaient les Allemands vis-à-vis de vous? C'était un régime dur? Ah ben, c'était SS, hein. C'était les SS, on était toujours en train de retourner voir s'il y avait personne pour nous taper dessus, hein. Car ça arrivait souvent. Ah ouais. Vous avez été témoin de beaucoup de décès. Ah oui. Ça arrivait. On attendait son tour. Vous avez cru que ça pourrait vous arriver. Vous avez pensé que votre heure était arrivée. Ah ben, bien sûr, oui. Votre frère est parti aussi. Il est parti aussi, le bras dans le plat, puis à Buchenwald, il est resté tout le temps à Buchenwald, lui. Et il travaillait dans la forêt, il coupait le bois pour le gazogène des SS. Il ne rien manger non plus. Il y a qu'une fois que la femme du commandant SS lui a donné de la soupe, le chien n'a pas voulu la manger. Oh, mon frère, il n'a pas mangé. Le chien n'a pas voulu. Il a cru que c'était empoisonné. Oui. Elle était empoisonnée. Ah, vous pensez que la soupe était empoisonnée? Eh ouais. Parce que Jacques, Ah, ben, on s'attendait à tout, hein. Jacques, il allait faire il lui enlever la poussière. Et on l'appelait la chienne de Buchenwald. C'était la femme du commandant de Buchenwald. Et elle avait, il paraît, des abat-jours. Enfin, elle s'était fait avec de la peau humaine. C'est en juin 1944 qu'il y a le débarquement, mais vous allez être libéré en avril 1945, donc ça fait encore du temps. Est-ce que vous avez deviné, depuis le camp, que la guerre était en train de changer? Ah non, non, non. Il y avait un détenu, il avait reconnu le fils d'un de ses collègues avocats d'Avignon. De temps en temps, il donnait des nouvelles, mais on les croyait plus ou moins bien. Vous avez reçu des paquets de votre famille? 3. Un de ma famille et puis 2 de la Croix-Rouge française. Et puis j'ai dit à mes parents de ne plus en envoyer parce que les Allemands se servaient. Alors des fois s'il y avait un paquet de cigarettes, eh bien, on échangeait une cigarette pour un bout de pain aux Allemands. Les Polonais et les Russes, ils
il n'aimait pas les Français. Alors dès qu'il y avait quelque chose qu'on faisait de mal, ils allaient de suite le dire au chef de bloc. Et là, c'était la matraque. Parce que les Russes et les Polonais comprenaient plus l'allemand que les Français. Alors, ils étaient déjà un peu mieux vus. Le chef de bloc, j'imagine que c'était un dur. Ah, mais c'était un dur. C'était des droits communs, des criminels. Il était dans les prisons en Allemagne et il avait ouvert les prisons, c'est là qu'il a été mis dans les camps de concentration. Les hivers, ça a dû être, parce qu'en Tchécoslovaquie, ça doit être quelque chose. Il neigeait. C'était dur. Hein. Il y avait de la neige. Neige ou pas, hein, il fallait travailler quand même 12 heures par jour. Hein. À part le dimanche, c'était jour de repos. Seulement, il fallait trier les poux, écraser les poux. Et si vous en trouvez un dessus, ben, c'était la schlag. Alors, c'est pas tout du repos le dimanche. Hein. Mais avant que vous partiez de Radichko, il y a eu les 3 jours de fusillade. Ah ben oui. Ben oui, 9, 10 et 11 avril. Alors, ils ont fait des couchers par terre, la plavante, puis la mitraillette. Ils arrosaient ça, tombait sur n'importe qui. C'est de là qu'il y a 4 ou 5 de la Drôme, du Diois qui sont restés. C'est-à-dire qu'ils voulaient vous liquider? Ah, ils voulaient tout liquider. Parce que l'ancien commandant du camp, il était déjà âgé, il était un peu humain. Il était parti 8 jours en congé, il a été remplacé par un jeune de 30 ans avec tous des jeunes de 17 ans. Au commandant Tichard, là, ils ont dit tous les blessés, sortez, on va vous soigner. Ils ont emmené 50 mètres à côté dans un bois, puis la mitraillette. Et pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas sorti des rangs? J'ai deux copains qui m'ont dit, tu n'es pas assez blessé, hein. Alors j'ai continué à travailler comme je pouvais. Et donc, vous n'êtes pas fait passer pour blessé? Eh oui. Oui. Donc ça vous a sauvé? Et il a un copain qui s'est déplacé pour ramasser un pissenlit, là ils l'ont achevé. Pour ramasser un pissenlit. Vous êtes parti quand du camp? Vous vous en souvenez? On filait devant les Russes. Et puis les Russes et les Américains se sont joints. Le train devait être miné, on devait tous périr, qu'il ne reste plus rien sur la déportation. Ils vous avaient mis dans un train qui était miné, oui, et qui devait sauter. Oui. Et la résistance, les Tchèques l'ont tué, ils ont arrêté le train, et puis on a été libérés. Partout où on passait, dans les villes en Tchécoslovaquie, ça dansait, tout le monde dansait, chantait, mais on ne savait pas. Et puis c'était en Autriche, et on a rencontré des Autrichiens qui parlaient un peu français. Ils nous ont dit, il y a un camp d'officiers français à 2 km. Alors on y a été, puis moi j'ai dit, tu es d'où? Le Châtillon des Rois. Et puis l'autre était d'Espenel. Alors ils ont des habits rayés, ils ont cherché dans le village des vêtements, et ils ont fait manger. Ça a dû vous faire un choc.
Ça, c'est un bon souvenir. Ils sont partis de Linz par avion. Et ils ont dit à mes parents qu'ils nous avaient vus qu'on allait rentrer bientôt. Mais Et mon avant... frère Jacques était déjà rentré 8 jours avant lui. Qu'est-ce qui vous a ramené en France? Les Américains. On était à Linz, on est resté 8 jours à Linz. Et puis, ils ont pris des camions. On est venu jusqu'à Mulhouse en camion américain, tout découvert comme ça. Puis à Mulhouse, ils nous ont donné des vêtements propres. Ils ont lavé tout. Et puis, ils ont démobilisé à Mulhouse. Comment c'était dans votre cœur? Ah, on se sentait libre. À Mulhouse, on a couché un soir à Mulhouse, puis le lendemain, ils nous ont mis dans le train pour... on n'est pas passé par le Lutetia. On a été directement sur Valence. On a couché un soir à Valence. Et puis on a téléphoné à nos parents. Le lendemain, on a monté sur le Micheline. On est arrivé en gare de Sainte-Croix. Il y en a qui nous attendaient avec des fleurs, Et puis quand on leur a dit, ben, il a été fusillé, il a été détruit. Alors, lorsque vous dites il a été fusillé, vous faites allusion à des camarades. Ouais. Vous parlez de vos camarades que vous aviez vus fusillés. Ouais. Vous pesiez combien de kilos lorsque vous arrivez ici? Je faisais 30 kilos. 30, 35. Au printemps, il y avait un camp d'officiers allemands, Montélimar. Dans les familles, on pouvait en prendre un pour travailler. Alors, on le nourrissait, le logeait, c'est tout, il n'était pas payé, rien. Mes parents m'ont dit, mais on prend un Allemand. Alors on a dit à nos parents, on est humain, il faut que quand il rentre chez lui, qu'il dise, ben, on a été bien soigné. Il n'y a pas de haine contre les Français. Et ça s'est bien passé? Ben oui. Ben oui, on lui a quand même fait savoir ce qu'on avait enduré, mais il le savait que les camps de concentration, il le savait. Il était âgé que d'autres, alors il comprenait déjà mieux des choses que les jeunes.